Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission d'inspirer les entrepreneurs, les indépendants, les coachs à mettre leur santé au cœur de leurs priorités. Dans cet épisode, je suis très heureux de vous présenter la carrière et le travail de Youn Gaskar, un ancien judoka international qui, lors de sa première retraite, il y a maintenant près de 10 ans, a dû se reconvertir. Reconvertir dans quoi? Dans le coaching sportif. Mais comment a-t-il fait pour passer du statut d'athlète international à coach inconnu, sans expérience? Vous allez le découvrir dans cet épisode. Vous allez également découvrir ce que sa première carrière en tant qu'athlète international lui a permis d'acquérir et qu'il utilise aujourd'hui dans son coaching. J'espère que comme chaque semaine, cette interview vous inspirera, vous en tant qu'entrepreneur, en tant que coach ou en tant qu'indépendant, à mettre votre santé au cœur des priorités et peut-être à utiliser l'une des astuces, l'une des expériences décrites dans ces interviews pour votre propre santé. D'ici notre prochain invité, je vous souhaite une très très bonne écoute et prenez soin de vous. Bonjour Youn, comment vas-tu aujourd'hui? Et bonjour David, je suis ravi de pouvoir participer à ton podcast. Je vais très très bien. En plus, c'est un jour un peu particulier puisque c'est mon anniversaire aujourd'hui. Voilà, exactement. Je ne savais pas si on allait l'aborder. On aura ce podcast jeudi, dans quelques jours, donc sur les différents réseaux. Et donc, ceux qui nous écoutent pourront encore te souhaiter un joyeux anniversaire parce qu'il paraît qu'on peut le faire pendant plusieurs jours. Donc, voilà, ce sera Toute l'année. l'occasion. En tout cas, ça me fait vraiment très plaisir de t'avoir aujourd'hui. J'y pensais depuis un moment de t'avoir en interview. Ça me fait toujours plaisir d'interviewer des entrepreneurs, qu'ils soient dans le domaine de la santé ou pas d'ailleurs, mais qui ont un intérêt particulier avec la leur de santé. Et puisque tu as une carrière de judoka professionnel à l'international, c'est comme ça que je te connais en fait. On a la même génération. On ne s'est jamais rencontrés sur les tatamis parce que premièrement, j'avais pas le niveau, hein, j'ai pas du tout fait une carrière internationale et en plus on n'était pas du tout dans la même catégorie de poids puisque toi tu étais en moins de 60 kilos et moi j'étais plutôt en moins de 81. Donc ce qui fait que voilà, on s'est rencontrés plus tard justement dans notre métier à tous les deux aujourd'hui d'entraîneur, de coach en tout cas. Et si tu me le permets, je vais revenir d'ailleurs sur ta carrière. Bien sûr, je t'en prie. Et donc, tu as commencé le sport tout jeune, d'abord par la gymnastique et puis par le judo. J'en parlais il y a un instant, à l'âge de 7 ans. Et tu as à ce moment-là plus jamais décroché le judogi, puisque tu es passé en 98 déjà. Tu étais deuxième aux Jeux olympiques des jeunes à Moscou. En 2000, tu faisais ton premier titre de champion de Belgique. Tu en as eu 4 durant ta carrière. Et en 2003, une victoire en Italie à Tarlento, quelque chose. Tarcento, je vois que tu es bien renseigné, hein. Voilà. C'est des choses qui se retrouvent pas partout, hein. Non, mais écoute, c'est comme ça, on apprend un petit peu à te connaître et surtout quand on voit justement une carrière de sportif, c'est pas évident parce qu'il faut tenir, je dirais, les entraînements, il faut tenir la pression, on va en parler dans un instant. Donc, un an après, tu changes de club pour aller dans le club de Cédric Tielemans, qui était déjà à l'époque vice-champion du monde dans ta catégorie. Donc, tu as été chercher vraiment les meilleurs. Et en 2008, tu participais, c'était ta dernière médaille, je pense, à l'international, à la World Cup de Madrid. Madrid, ouais. Et en 2009, tu faisais un dernier titre de champion de Belgique pour finalement raccrocher en 2011. Donc, on C'est ça. a 13 ans d'une carrière internationale sur beaucoup plus d'années sur les tatamis, évidemment. Mais si tu regardes maintenant ta carrière en tant qu'entraîneur, qu'est-ce que cette carrière à l'international t'a amené en tant qu'homme, en tant que père éventuellement, et en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce que ça t'a appris, toute cette carrière? Mais déjà, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'ambition.
C'est un mot qui m'a un petit peu amené jusque-là. C'est-à-dire que, un peu naïvement, en étant petit, quand j'ai commencé la compétition, j'ai directement dit à mon père, je veux devenir champion du monde. C'était quelque chose qui était peut-être à la fois démesuré, mais c'est ce qui a drivé une partie de ma carrière. Et en fin de compte, j'y suis arrivé de pas très loin dans la catégorie des moins de 18 ans. Et alors après, ben voilà, c'était d'être drivé par cette motivation et cette envie de performer au plus haut niveau possible jusqu'à l'arrêt, quoi. Donc, Ouais. Et tu avais quel âge alors quand tu as dit ça à ton papa? c'était peu de temps ma première compétition de judo, donc je devais avoir 10 ou 11 ans. Waouh. Donc, et qui était à l'époque, alors à ce moment-là, ton modèle en termes de judoka? Alors c'est intéressant parce que je remarque que j'en avais pas vraiment. C'est ça. C'est-à-dire que je connaissais des grands noms. À l'époque, le judo belge était surtout représenté par Ingrid Bergmans, que tu as Ouais. certainement connu, et Robert Van de Waal. Donc c'était vraiment les deux figures de proue du judo de ces années 80. Et j'ai eu la chance d'être baigné dans une génération des années 90 qui était vraiment une génération en or comme on a connu, ou la Werbrook et la bande de KB pour ceux qui connaissent. Mais j'ai jamais eu ce côté fan, quoi. Il y a Ok. peut-être une personne qui m'a vraiment fasciné à un certain moment, c'était Nomura. Ok. Tadahiro Nomura, qui est le seul triple champion olympique de judo Oui. à l'heure actuelle, aussi bien chez les filles que chez les hommes. On parle de triple champion olympique de suite, hein. Oui. Tout à fait. Donc Que j'ai eu voilà. l'occasion, je pense, si mes souvenirs sont bons, je l'ai vu à Sydney. Il était au jeu de Sydney, hein. Oui, tout à fait, Gagné Sydney, ouais, tout à fait. Donc moi, j'y étais comme bénévole et donc j'ai passé les 15 jours, enfin non, la semaine du tournoi de judo sur les bords de tatami à aider les athlètes et à faire un tas de trucs. Et j'ai pu observer justement l'équipe japonaise s'entraîner. C'était assez impressionnant pour un Ouais, bien athlète. sûr. Et donc, Nomura. Et donc, une fois que tu as eu cette retraite en 2011, c'est là que d'ailleurs qu'on s'est rencontrés réellement, non pas autour Tout à d'un fait. tatami, mais dans une salle de fitness à Bruxelles bien connue. Tu étais en stage d'intégration, d'observation pour les athlètes de haut niveau qui voulaient se reconvertir. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà une petite idée de ce que tu voulais faire ou c'était vraiment à tâtons? Non, j'avais un plan assez clair, Oui, c'est-à-dire que j'avais dans la tête et dans l'esprit de me reconvertir en tant que personnel trainer, mais je me suis rendu compte assez vite qu'il me manquait certains diplômes, certaines certifications nécessaires pour pouvoir intégrer ce type de structure qui était quand même d'un certain standing. tout à fait. Et donc voilà, donc j'ai été bloqué par rapport à ça, donc j'ai essayé de me faire un plan, de comprendre un petit peu ce qu'on me demandait. Je pensais un peu naïvement que mon expérience de sportif de haut niveau suffirait. Je pense aujourd'hui encore qu'elle aurait pu suffire, mais voilà, on est dans un système qui nécessite des règles, donc je m'y suis plié. Tout à fait. Et je pense que tu serais arrivé quelques années auparavant, ça aurait suffi. Moi, je pense qu'effectivement, c'est important qu'il y ait des règles, hein, comme tu le dis. C'est vrai qu'avec ton expertise, mais en même temps, c'est ce qu'on entend. Tu avais un plan bien précis. Si à 10 ans, tu avais mis en tête de devenir champion du monde sans avoir de modèle, c'est que quelque part, tu as une façon de penser qui est très organisée, qui est très systématique, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Certaines personnes, on peut très bien avoir une belle expertise en tant qu'athlète, mais ne pas spécialement pouvoir le transmettre. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est que je comprends vite certaines choses. Il y a certaines choses je ne comprends pas rapidement, mais sur certains points essentiels, ça me permet de très vite me repérer et de comprendre dans quel milieu j'évolue. Ouais. Donc ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a permis d'être très... Ces 2 semaines d'observation m'ont beaucoup aidé, justement, de pouvoir évoluer auprès de vous. Je me souviens, fait un peu le passage parmi tous les personnes entraîneurs de l'équipe, avec des profils très différents, des expériences très différentes. Et donc voilà, je me suis dit, OK, là, on me demande quelque chose de bien précis, il va falloir que je me mette à jour. Et voilà, donc certaines occasions se sont présentées à moi. Ça m'a permis quand même de remettre à niveau certaines lacunes qui étaient à combler. Ouais. Et donc voilà, donc les choses ont été progressives, ça a mis un certain temps, mais j'y suis arrivé. Oui, c'est ce qui m'avait d'ailleurs intéressé quand je t'ai vu dans ces 2 semaines d'observation, c'est ton implication et ton observation justement. Et on en a parlé d'ailleurs quelques temps après. Je me souviens d'une conversation qu'on avait eue sur une formation que tu étais en train de faire sur le travail des métaphores Tout à fait. et un sujet qui me passionnait déjà à l'époque que je n'ai
pas, je dirais, étudié depuis lors, mais on en reparlera justement dans ton cursus Avec grand plaisir. professionnel. Parce que le fait de devenir personal trainer, tu me disais en préparant cette interview que ben, tes parents sont décédés à un âge relativement jeune, 58 et 62 ans, avec une santé qui n'était pas optimale. Ta sœur aussi a eu des petits soucis au niveau santé. Qu'est-ce qui fait que toi, paradoxalement ou en parallèle, tu as justement cette discipline? Est-ce que c'est le judo qui t'a amené cette discipline ou est-ce que c'est l'inverse? C'est que tu avais cette discipline au Je pense départ que c'est une bonne. et, et que finalement tu t'es bien moulé dans le judo et Ouais, dans la performance? c'est une très bonne question. Je pense que c'est quelque chose qui s'est alimenté, et qui a été allé un peu en effet de ping-pong. Euh, Bizarrement, ma mère était donc déjà diabétique depuis un certain temps. Donc, le sucre n'était pas quelque chose qui était vraiment très présent à la maison. Mais je pense que vraiment la discipline qu'impose le judo et après le sport de compétition, d'être dans des catégories de poids, m'a sensibilisé à tout ça. Même si, à bien y regarder, je pensais avoir une bonne hygiène de vie. C'est maintenant encore, avec un regard plus critique, je me dis, c'était quand même pas géant géant. Certaines Ouais. blessures, certainement, si on peut y revenir un moment, on peut certainement s'en revenir à cause d'une hygiène de vie qui était limite. Bon, quand on est jeune, qu'on a 17 ans, on se prend un petit peu, comment dire, au-dessus de tout. Mais à bien y repenser, il y a certains éléments qui me font dire que j'ai tiré sur la corde et heureusement, j'avais un corps solide, mais la génétique ne fait pas tout, quoi. Non, tout à fait. Et c'est vrai que pour avoir un tout petit peu vu ce qui se passait à l'époque en judo, ou même dans d'autres sports encore aujourd'hui, hein, la préparation physique est surtout basée sur les capacités génétiques d'un athlète. Et il n'y a pas encore assez, et tu en parleras, hein, puisque tu as fait des formations en PNL aussi. Donc il y a l'aspect mental et puis il y a l'aspect nutritionnel. Et toi, en tant que moins de 60 kilos, parce que c'est quand même une catégorie qui est très, très contraignante, tu peux pas avoir 100 grammes pour un moins de 100 kilos, c'est pas 100 grammes chez un plus de 100. Est-ce que tu étais tout le temps à la limite ou est-ce que tu avais ton poids de forme la plupart Ben, du temps? j'ai eu cette chance de ne jamais être très très lourd par rapport aux limites de la catégorie. Donc, il faut savoir qu'en étant dans la catégorie des plus légères, on avait des écarts assez extrêmes. Pour te dire, je me souviens d'un Iranien qui avait encore 10 jours avant la compétition, avant le champion du monde de 2007 à Rio, il avait 10 kilos en trop. Ouais. Et il était déjà très sec. Il faisait 1,72 m. Enfin, c'était des choses hors normes. Il y avait comme ça des Mongols aussi. Le mec est passé après deux catégories au-dessus. Le mec a fait troisième au JO en 2004 à Athènes et après monté de catégorie et était très très performant dans des catégories supérieures. Donc on avait des choses comme ça un peu hors normes. Et moi j'avais 3 kilos, alors très rarement 4 kilos, mais c'était pas dingue, hein. C'est Chez ça. nos voisins français, les 60 kilos faisaient en moyenne 67 à 70 kilos hors saison, quoi. C'est ça. Oui, donc tu avais quand même pas, tu n'étais pas dans l'obligation de vraiment perdre énormément de poids, mais il fallait quand même le faire à chaque fois. C'était contraignant malgré tout parce que j'avais moins d'écart, mais ça me demandait une discipline plus importante. Donc cet effet yo-yo que certains pouvaient pratiquer, ça leur faisait provoquer des réactions assez dingues, hein. D'ailleurs, certains, moins de 60 kilos, ont mal terminé leur après-carrière, hein. Ouais, J'appelle ça l'effet popcorn, hein. ouais, tout à fait. Il y en a qui sont montés à 80, 90 kilos, voire plus, hein. Clairement, et ça peut effectivement s'expliquer avec, outre l'alimentation, les entraînements qui étaient sans doute pas suffisamment bien Ah non. cohérents au niveau de la récupération et au niveau Ouais. de... Mais on a une tendance à s'améliorer, hein, sincèrement, pour être encore en contact avec l'équipe nationale. On voit que le métier de préparateur physique commence à prendre de la place et à avoir une certaine reconnaissance. Donc, tant Tout à mieux, fait. hein. C'est une bonne Heureusement, chose. heureusement, parce que comme tu dis, bon, toi, tu es aujourd'hui papa, tu es entrepreneur, on va en parler, tu as pu transformer cette expertise de haut niveau dans un métier qui te plaît, mais bon, tout le monde ne devient pas champion du monde, tout le monde n'arrive pas à faire des podiums, et il y a quand même des dégâts, donc il ne faut pas que cette période à l'international, finalement une première carrière, n'ait des conséquences trop importantes sur la deuxième carrière, parce que quand tu as pris ta retraite, donc aujourd'hui tu en as 41, ça fait 11 ans, donc tu en avais juste 30. Oui, exactement. Mais alors, ça a été assez étrange parce que la logique aurait voulu que je me convertisse assez rapidement comme entraîneur judo, ce que j'ai fait en partie, mais j'avais envie de faire un switch assez important
pour changer d'univers, pouvoir transposer cette expérience, parce que j'ai cette caractéristique de m'embêter assez vite, en fait. Je ne sais pas d'où ça vient, mais donc j'ai besoin de diversité. Donc, c'est ce qui me stimule énormément. Ouais. Et c'est pour ça que je suis maintenant en train d'encore renouveler toute cette gamme de services pour encore essayer d'évoluer. Tout à fait, tout à fait. Et donc justement, dans cette deuxième carrière, en 2011, tu fais ce stage d'observation. En 2012, tu commences une première formation avec la PTA Global Academy, qui était justement en Belgique, alors que c'est enfin, c'est une académie anglo-saxonne qui avait une partie de son programme ici en Belgique. Et puis, tu es devenu instructeur à l'Aspria. Tu avais par deux fois demandé justement d'être personal trainer. Ça a été refusé. On va y revenir justement dans quelques instants. En 2013, tu vas voir un concurrent avec lequel tu t'entends bien et tu t'engages effectivement en tant que personal trainer à mi-temps au David Lloyd. Et puis en 2015, là, tu deviens personal trainer à temps plein et tu continues tes formations avec la NSM, avec le CERDEN, avec justement la PNL. Et en 2018, tu deviens examinateur pour la Physical Academy, qui est une école de formation bien connue en Belgique et qui est le distributeur d'une formation américaine, NASM, très connue et reconnue. Qu'est-ce que ça t'a fait le jour où tu es devenu examinateur, alors que là, ça fait 7 ans que tu es sur le circuit, que tu es, je dirais, en reconversion. Tu avais été par 2 fois refusé en tant que personal trainer. Est-ce que tu l'as plutôt vécu comme une revanche ou est-ce que plutôt tu t'es dit, tiens, mais en fait, c'est comme en judo, tu t'entraînes, tu montes sur le tapis, ben, parfois tu perds, puis parfois tu gagnes. Sincèrement, j'ai pas vraiment l'esprit très revanchard. C'est plus une forme de challenge que je m'impose depuis que je suis tout petit. De me dire, Mhm. voilà, est-ce que je suis capable? Je doute parfois, il ne faut pas croire que je y vais comme ça, toujours tête baissée. Mais voilà, les échelons se sont gravis comme ça assez naturellement. Maintenant, est-ce que ça a été dur? J'ai pas l'impression. C'est quelque chose qui s'est installé dans la durée. Et donc, pour moi, ça a été une suite logique. Après, Ouais, je dis pas que c'était mérité ou que ça a été donné, mais c'était une évolution que moi, je voulais. Alors, c'est sûr que d'être validé par la Physical Coaching Academy en tant qu'examinateur, c'était une forme de reconnaissance bien que sûr. j'apprécie et que j'apprécie toujours. Fabrice, qui est le CEO de la boîte, a toujours entretenu avec moi des très bons rapports. Et donc, je continue d'ailleurs à les entretenir. Donc voilà, donc c'est sûr d'être reconnu comme ça par un organisme de cette ampleur et qui continue à grandir, c'est très satisfaisant. Tout à fait. Et donc, c'est plutôt quelque chose que tu avais en toi. Alors, le fait d'avoir un ou deux échecs, ça t'a permis voilà, de relever le challenge, de continuer à travailler et à progresser. Mhm. OK. Ce qui est clair, excuse-moi de te couper, hein, mais ce qui est clair, c'est que c'est cet esprit du judo, enfin, tu connais le principe, c'est la première chose qu'on apprend à faire au judo avant de gagner, c'est d'apprendre à tomber. Mm. Alors, quand tu baignes dedans, tu te rends pas compte, mais quand on en parle comme ça entre copains, et je vois d'autres copains qui ont été dans l'équipe et qui évoluent encore, tu connais certainement Damiano, Oui. qui est maintenant, enfin, il est top, il est entraîneur du top sport Blanderen. Donc, il a évolué aussi énormément et c'est un gars qui vient à la base presque des cités de Lord Linsart. Il me dit encore aujourd'hui, je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours, qu'il aurait pu très très mal terminer. Et donc, Mm. ce judo, c'était vraiment une école de vie qui nous a permis d'avoir ce mindset par rapport à l'échec. L'échec, c'est rien, c'est qu'une étape en fait. J'ai Tout à jamais fait. pris ça comme un échec. Oui. Pour moi, c'est pas grave. Si ça bloque, que je comprenne pourquoi ça bloque. Et les formations en PNL m'ont encore aidé à encore plus appuyer cette dynamique de dire voilà, c'est pas un échec, c'est du feedback. Prends le feedback pour t'en servir pour après et voir comment tu peux passer encore différemment. Ben oui, c'est une école de vie incroyable, surtout qu'en judo, c'est quand même particulier parce que tu peux très vite glisser, c'est le cas de le dire. Tu peux être champion du monde, on l'a vu ce week-end avec Mathias, tu peux être champion du monde en titre et ne pas terminer sur un podium Ouais. d'un Open parce que ça va très très vite, quel que soit, je dirais, ton niveau. Et donc, c'est effectivement une qualité qui est assez intéressante que tu arrives à transposer avec tes coachés, ce qu'ils arrivent est-ce que ils perçoivent ce côté où, ben voilà, euh, on n'est pas, ce n'est pas une ligne droite quand tu prends, j'imagine, quelqu'un en remise en forme. Ça va pas se faire de manière tout à fait linéaire, comme
Ouais. Certains, je dirais, dans le métier, la perte de poids, vous allez perdre 4 kilos par semaine, par mois, tout va bien aller. Dans 6 mois, vous serez là. Dans un an, vous serez là. On sait très bien que le corps humain ne fonctionne pas comme ça. Est-ce Non, non, que non, bien sûr. c'est quelque chose qui, qui est dans ton coaching? C'est quelque chose que j'ai installé très très vite en fait. C'est par rapport à la mise en place des objectifs, c'est de comprendre déjà ce qu'il y a derrière l'objectif. En général, je veux perdre 5 kilos. C'est très factuel, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Et donc ça m'aide aussi énormément. Et ça, c'est vraiment la PNL qui m'aide Ouais, à re-questionner derrière, à voir ce qui se passe en sous-couche et de voir quelles sont les motivations pour voir si ces motivations sont suffisamment soutenantes pour arriver à cet objectif. ouais, Si c'est, je sais pas, je dis des bêtises, mais souvent c'est assez classique, c'est de l'esthétique, donc c'est de la confiance en soi en fin de c'est compte. ça. Peut-être que c'est une revanche en effet sur quelque chose, mais c'est toujours c'est très personnel en fin de compte, hein. Ouais, Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose qui, pour moi est fondamentale, c'est de un petit peu placer le client sur une ligne du temps, aussi bien dans la projection de tout ce que ça va impliquer, de tout ce que ça pourrait apporter. Parce qu'en général, quand tu poses une question à une personne, comment tu te sentirais, comment tu te projettes te voyant avec 5 kilos en moins, le cerveau a cette capacité de ressentir les bénéfices d'un objectif sans l'avoir atteint. ouais. Ce qui peut être à double tranchant, parce que ça veut dire que les gens peuvent se satisfaire de ça et ne peuvent jamais bouger. Mais l'idée, c'est de stimuler pour les faire bouger. Après ça, une fois qu'ils sont en mouvement, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment eux sont capables de visualiser le parcours qui a été effectué depuis le début. Ouais. Et ça, souvent, j'aime bien citer mon sensei, qui est en fait le sensei de Cédric Temans. Donc, du coup, c'est toujours par effet de chaîne. Donc, c'est d'office mon sensei, du coup. Donc, il nous disait, au départ, il y a la montagne. Pendant la montagne, c'est plus vraiment la montagne. Et au sommet, c'est de nouveau la montagne. C'est très japonais, c'est très philosophique, mais c'est exactement ça. C'est qu'en fait, quand on est en chemin, on ne se rend pas vraiment compte qu'on est en chemin. Hmm. Et c'est justement ce que j'ai à faire, c'est de revisualiser un petit peu ce qui s'est passé, de voir quelles étapes ont été franchies entre-temps. Et souvent, le chemin parcouru est beaucoup plus grand qu'ils ne le pensent. Et ça m'aide énormément à les motiver et à les faire se rendre compte qu'ils sont en évolution. Et parfois même apprécier ce chemin. Bien sûr, et de l'apprécier, évidemment, bien Voilà, sûr. parce qu'effectivement, tu vas avoir des victoires à chaque étape. Et même si l'objectif n'est pas encore atteint, comme tu le dis, avoir déjà une conscience de ce qui a été atteint et les progressions et les progrès, c'est vraiment important. Et donc, pouvoir profiter de cet élément-là sans toujours se dire oui, mais il y a mieux là, il y a mieux là, il y a mieux là. Et d'ailleurs, est-ce que je voulais absolument revenir sur cette formation que tu as fait sur les métaphores Mhm. parce que ça, c'est Oui. un élément qui est vraiment, je trouve, intéressant et tu as partagé récemment sur les réseaux justement l'histoire d'un petit garçon qui rêvait d'être champion en tennis. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ou nous expliquer un petit peu Bien sûr. comment fonctionne la métaphore dans un coaching et comment toi tu l'utilises? Donc, j'essaie d'être le plus succinct possible parce Oui, que bien ça, sûr. ça nécessite quand même d'avoir certaines bases en PNL. Mais David Gordon, qui était à l'origine de cette technique, était à la base un praticien PNL de renom qui fait partie de la deuxième génération de grands PNListes, dont fait partie Robert Dilst aussi. Et donc, j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est un homme hyper créatif et vraiment très, très inspirant. Et donc, la structure, en fait, c'est simple, c'est de comprendre déjà quelle est la problématique qu'on veut essayer de résoudre. Mhm. Donc, dans le cas de la métaphore du tennisman, que vous pourrez peut-être certainement, à laquelle vous pourrez avoir certainement accès, le tout, c'était de comprendre pourquoi je me conforme tout le temps en fonction des autres, d'être toujours en comparaison avec les autres, plutôt que d'être en intérieur et de pouvoir justement évoluer avec ma propre nature. C'était ça, en fait, cette problématique. Et c'est juste déjà de comprendre ce qu'elle est, quels sont les enjeux de cette problématique. À partir de là, en fait, le cerveau crée tout. C'est-à-dire, évidemment, ben, là, ça tombe bien, c'était pas un tennisman. Donc, du coup, le contexte se crée de par lui-même. Mais je pourrais te faire même l'exercice maintenant. Imaginons que j'ai une petite problématique. Je dis, voilà, j'ai du mal à me réveiller le matin. Voilà. Qu'est-ce que ça t'évoque comme image? Ça peut être n'importe quoi, tu Mhm. vois. Ça peut être l'histoire d'un ours, ça peut être l'histoire de Winnie l'ourson qui se motive à se lever parce qu'il a un pot de miel à côté de sa table. Peu importe, en fait. C'est de laisser le cerveau un peu en roue libre là, à ce niveau-là, de se Mhm. permettre en fait d'avoir une imagination sans limite. Tu l'as pu le voir dans l'histoire, certainement tu l'as lu. Oui. Il y a un peu de fantastique en fait. Mhm. Et c'est quand c'est fantastique que justement ça marche parce que ça parle avec l'inconscient. David Gordon avait une métaphore pour expliquer l'art de la métaphore, justement.
C'était hyper intéressant parce que du coup, c'est là que tu comprends en fait comment ça fonctionne. Il dit voilà, ça se passe dans une gare et c'est une gare traditionnelle, hein, comme tu pourras avoir à la gare centrale. Et en fait, il y a un monsieur qui avait un éléphant, un superbe éléphant, énorme, un éléphant d'Afrique qui voulait présenter au chef de gare en disant, et tu sais, ce serait très bien d'avoir cet éléphant dans la gare. Je pense que ça pourrait plaire aux usagers et aux passants. Et le chef de gare, mais on est dans une gare, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un éléphant dans une gare? C'est énorme, c'est dangereux. Non, je ne veux pas. Et tous les jours, il revenait, il dit, écoute, je pense qu'il faudrait un éléphant dans cette gare. Mais je dis, non, non, laisse tomber, ce n'est pas l'endroit approprié pour avoir cet éléphant. Il doit aller dans un cirque. Et 4, 5 jours se passent, il continue, et puis il s'est dit, bon, si j'y vais pas frontalement, il va falloir que je trouve une autre manière. Pour finir, il a eu l'idée, avec certaines connaissances, de faire passer l'éléphant dans un wagon et d'amener l'éléphant avec un train. Donc le train est entré en gare, les gens ne savaient pas qu'il allait y avoir un éléphant, il a ouvert la porte et les gens se sont aperçus que l'éléphant était de coup dans le wagon. Les gens étaient au départ surpris, mais bon, ils se disent, il est dans le wagon, c'est quoi? Il y a une raison pour qu'il soit là. Et donc, ils ont laissé l'éléphant évoluer et sortir dans la gare. Et du coup, le chef de gare se dit, tiens, ça attire l'œil des passants, ça attire la curiosité. C'est pas si mal que ça. Voilà. C'est ça la métaphore. C'est d'amener, en fait, par l'histoire, par le conte, quelque chose qui peut parler à la personne à qui tu t'adresses. Ça marche très bien avec les enfants, évidemment. Ouais. Donc voilà, c'est ça en gros, mais c'est plus complexe que ça. Il faut comprendre quelles sont les valeurs qui sont en jeu, tout ça. Oui, voilà. Mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un outil donc que tu utilises en coaching pour justement travailler sur ce qui se cache derrière les, euh, les freins ou les envies du coaché. Ouais. Mais ça, on le fait tous un petit peu, hein. On fonctionne tous par image. Et Ouais, moi, j'aime bien utiliser l'image de la voiture pour faire comprendre un petit peu le principe du métabolisme, de ouais. comprendre comment fonctionne le fractionné, des choses pareilles par rapport à la consommation d'énergie. Et ça parle très bien parce qu'en fait, les gens, si tu leur parles un petit peu d'ATP ou des choses comme ça, tu les perds vite, hein. Tout à Tu fait. parles de voiture, tu parles d'arrêt-démarrage en montée, ils comprennent très vite qu'ils consomment plus vite que s'ils font un arrêt-démarrage sur le plat, hein. Ouais, clairement, clairement. Et donc, en 2018, on revient un petit peu sur l'évolution de ta carrière. Tu deviens examinateur donc, pour la Physical Academy. Mais quelques temps plus tard, tu as cette idée de pouvoir proposer finalement un service qui te convient mieux encore et qui met à la fois le physique, le mental, on vient d'en parler, avec la PNL et la nutrition. Puisqu'en tant qu'ancien judoka international, ben, la nutrition, tu la connaissais. Tu t'es rendu compte après qu'il y avait probablement certaines erreurs, mais tu avais envie d'amener cet élément-là dans tes coachings. Et ce n'est qu'en 2021 que finalement tu as cette première idée de ton concept qui s'appelle Rise et qui reprend justement ces trois éléments importants. Le mental qui permet justement, tu l'as dit, hein, de se projeter dans l'avenir et d'évaluer un petit peu pourquoi on aurait envie de faire des efforts maintenant, parce qu'il faut sortir maintenant de la zone de confort pour des résultats demain. Quelque chose qui est relativement complexe aujourd'hui par rapport à ce que nous, on a connu, puisqu'on est de la même génération, et où il y avait beaucoup moins de stimulation. Et donc, on savait effectivement qu'on ne devenait pas champion du monde du jour au lendemain, hein, même si tu l'as rêvé à 10 ans, tu savais que tu aurais besoin de temps. Mais aujourd'hui, un gamin de 10 ans, il peut passer une journée devant son jeu vidéo et devenir champion du monde du jeu vidéo en une demi-journée, ce qu'on ne peut pas Ouais. faire dans la réalité. Et donc, tu as cet outil de PNL. Il y a la préparation physique évidemment et il y a les notions en nutrition et l'accompagnement nutritionnel, que ce soit par les micros ou par la macronutrition. Et en 2021, parce que en début 2021, c'était une première idée qui était là en train de germer. Et puis tu as rencontré Sandrine et Nicolas De Vic lors d'un atelier. J'entreprends ma vie et ça t'a permis, si j'ai bien compris, de plus facilement euh, imaginer justement ton concept optimal. Et là, aujourd'hui, tu as une version qui te convient mieux. Est-ce que tu pourrais pitcher en 3 minutes un petit peu ce que tu proposes en tant qu'entraîneur aujourd'hui?
Ouais. J'ai dit de revenir justement sur l'origine un petit peu Oui, de bien Rise sûr. et de cette première version pour expliquer un petit peu aussi le cheminement. Je pense que ça pourrait aider les gens aussi à comprendre mieux la démarche. Comme tu l'as dit, hein, c'était vraiment de pouvoir coupler ces aptitudes, mais aussi bien la nutrition et le coaching physique allaient facilement de pair. Amener l'aspect mental coaching, PNL, c'est quelque chose qui peut coexister, mais ça n'existe pas vraiment en fait. Mm. C'est pas encore mainstream. Je veux dire, Mm. le coaching physique, diététique, nutritionnel, ça s'entend rapidement, mais d'allier le coaching mental, c'est très vite lié à la thérapie, au développement Mm. personnel, et jusqu'à présent, j'ai vu peu de personnes le faire. Et donc c'était par rapport à ça, c'est de vouloir me démarquer déjà, d'avoir cette capacité à sortir un peu du lot, parce que voilà, le personal training prend de l'ampleur, Bien clairement. sûr. Je le vois d'ailleurs en tant qu'examinateur. Et donc, j'ai voulu un peu anticiper ça avant de me retrouver noyé par la concurrence éventuellement, parce qu'elle est de qualité aussi, il faut le dire. Et donc, cette première version, je l'ai lancée un petit peu rapidement parce que je voulais arrêter de procrastiner. Je suis un gros procrastinateur, il faut savoir, même si, vu ce qu'on en a raconté, ça n'a pas l'air, mais c'est vraiment quelque chose qui, qui, on va dire, accompagne ma vie. Et donc, j'ai lancé un peu rapidement et peut-être un peu trop rapidement, mais l'essentiel était là. C'est-à-dire que je voulais un accompagnement en médecine fonctionnelle, Mhm. qui est une médecine qui pour moi, devrait devenir plus généraliste, enfin, généraliste dans le sens Généralisé, ouais. plus généralisé en tout cas, parce que pour moi, elle se base sur vraiment des fondements de comment nous fonctionnons et de travailler vraiment sur les bases des problématiques. Et donc, je me suis mis en partenariat avec une personne qui était très compétente, mais je pense que son gros souci, c'est qu'elle ne comprenait pas aussi à quel point c'était important pour moi d'avoir de la communication. Et ça, c'est Ouais. quelque chose que je ne me suis pas assuré de valider auparavant. Donc, ça, c'est quelque chose que j'apprends maintenant, c'est de mieux préparer mes partenariats. Ouais. Ça, c'est sûr. Donc voilà, après, ça a fonctionné. On a eu des résultats intéressants sur cette première version. Mais Nicolas, qui lui est spécialisé dans le développement business stratégique, aussi bien au niveau du marketing que de la vente, que de l'onboarding, que des process de suivi, m'a aidé justement à ce que l'expérience du client soit améliorée. Ouais. Et donc, du coup, on a réfléchi à des choses pour simplifier aussi bien l'expérience client que pour me simplifier aussi la vie. Parce que sincèrement, plus tu mets des intervenants dans un programme, et plus c'est difficile d'avoir de la cohérence. Oui, c'est très compliqué. Je te comprends tout à fait. J'ai fait de nombreuses tentatives comme ça durant ma carrière et c'est extrêmement complexe. Même quand on parle de la même chose, c'est vrai qu'on a des attentes différentes, on a des fonctionnements différents. Et donc, pour faire passer un seul message au client et qu'il puisse vivre cette expérience client, ben, comme toi, tu l'as imaginé, puisque c'était toi à la base du projet, ben, c'est pas évident. Mais là, tu as aujourd'hui une version qui est beaucoup plus fluide et qui permet justement cette expérience. Oui, tout à fait. Et voilà, après, moi aussi bien, je pourrais apprendre à des personnes à bien tomber, à bien faire projeter en judo. Autant sur certains aspects du business, je pense que ceux qui baignent plus dedans ont certainement beaucoup de choses à m'apporter. Et c'est le cas déjà en quelques mois. Je vois nettement la différence et je me sens beaucoup plus à l'aise aussi avec certains outils qui me semblaient complètement barbares au départ et qui m'aident vraiment énormément. Donc, c'est des investissements que je, que j'ai fait, que j'accepte de faire pour la suite encore. Tout à fait. Et donc là, on parle vraiment de ta vie d'entrepreneur. C'est vraiment Mhm. l'objectif de ce podcast, c'est de pouvoir inspirer les entrepreneurs à mettre leur santé au cœur de leur priorité. Et donc, évidemment, tu as une carrière d'athlète de haut niveau, mais toi, aujourd'hui, tu m'as dit à plusieurs reprises qu'effectivement, tu t'es rendu compte avec le temps que la préparation physique et la génétique n'étaient pas les seuls éléments pour pouvoir justement performer. Et on parle ici d'une performance de monsieur, madame, tout le monde qui a juste envie d'atteindre son idéal pour pouvoir être plus accessible avec la famille ou pouvoir être un meilleur entrepreneur, etc. Comment toi, tu arrives justement à utiliser éventuellement les erreurs du passé, les connaissances que tu as acquises aujourd'hui pour être un entrepreneur en forme avec une famille, puisque tu as trois enfants, avec une vie sociale, parce qu'il faut aussi y penser. Donc, comment tu fais pour gérer tout ça et quelles sont tes routines aujourd'hui pour rester en forme en tant qu'entraîneur? Alors, déjà, le fait que je m'implique déjà physiquement énormément dans les coachings que je donne,
Donc, alors, clairement, j'ai une génétique qui est quand même très, très bonne, ça faut le dire. Pour le peu que je m'entraîne, je veux dire, quand je vois certains entraîneurs qui sont plus jeunes que moi, de la somme de travail qu'ils doivent accumuler pour garder un certain niveau. Donc, j'ai cette chance-là, mais j'ai accumulé aussi toutes ces années de pratique depuis mes 7 ans jusqu'à mes 30 ans. C'était quasiment du quotidien. Ouais. Donc voilà, et donc je vis un peu sur mes acquis, mais qui reste très bon. Et cette hygiène de vie qui est meilleure en plus qu'à l'époque où j'étais athlète, mais qui est certainement encore plus, comment dire, plus affûtée depuis que mes garçons sont là. Donc parfois c'est peut-être un peu sectaire. J'avoue qu'ils mangent peu de sucre, mais du coup ils sont en super forme. Je vois Ouais. qu'ils tombent moins malades que la moyenne des enfants. Ouais, tout à fait. Ça, en tant que parent, on le remarque, hein, mais c'est clair que c'est important. Mais c'est important et c'est pas évident parce que ici là encore c'est le mois c'était le mois des anniversaires. Si le mois de mars ils reviennent avec des paquets de bonbons et on sent que c'est toujours veut dire avec plein de bienveillance et c'est dans ce souci de vraiment leur faire plaisir. J'essaie non plus aussi de ne pas devenir complètement comment dire obsessionnel. Extrême, bah oui. Mais voilà, ça passe par là. Et donc, évidemment, ce mode de vie, j'essaie de l'instaurer aussi auprès de mes clients. Je les questionne beaucoup sur leur lifestyle et de voir comment. Alors, je ne suis pas le coach classique à l'américaine, j'ai envie de dire, très, très straight to the point, en disant ça, tu ne dois pas faire, ça, tu ne dois pas faire, ça, c'est bullshit, tu vois. C'est quelque chose de beaucoup plus coulant. Vraiment dans le Ouais. principe judo, quoi. Utilise un petit peu l'énergie de ton partenaire pour la retourner positivement contre lui. Et c'est un petit peu ça, c'est de voir un petit peu quel est le mood de la personne. Il y a des gens, tu les sens tout de suite, ils sont très, très à l'écoute, très vite, tu leur demandes de faire une chose, ils vont le faire, un peu comme des petits soldats. Il y a des gens que tu dois apprendre un Mm. peu plus que justement des sous-entendus, des choses beaucoup plus fines. Mais ce que j'aime bien, en fait, c'est changer dans la durée. Si Mhm. c'est pour changer l'habitude pendant 2 semaines, pour juste avoir comment dire, le beach body, et d'après se faire de la merde, ça m'intéresse pas. Ouais. Et je pense que l'expérience me donne raison, c'est que tous les clients qui ont eu des changements durables, ce sont des gens qui ont instauré ça vraiment progressivement. Et donc, du coup, ils Progressivement, n'ont pas eu l'impression d'avoir commis d'efforts. c'est ça, et en changeant leur comportement adapté à leur état physique et mental du moment, quoi. Mais du coup, Ouais. toi, en tant qu'ancien athlète, est-ce que tu as des conséquences de ta carrière physique et tu dois faire attention à certaines vieilles blessures? Comment tu Ah oui, oui, oui. t'entraînes? Oui, oui. Alors, sur les blessures, je ne vais pas faire toute la cartographie parce que je pense qu'on aurait besoin d'un second podcast. Mais pour D'accord? te dire, ici, je souffre on appelle ça les becs de perroquet, mais ça s'appelle j'ai oublié le nom. Mais en gros, j'ai de l'arthrose Ouais, très avancée au coude droit, d'avoir subi des clés de bras, des chutes. Et actuellement, je ne sais plus correctement plier mon coude. Donc, aussi bien en extension, je n'ai pas d'hyperextension correcte sur mon bras. Et si je te montre ici, j'exagère pas, c'est vraiment pas hmm, pour faire du show, je n'arrive plus correctement à plier. Donc, ça me fait mal au quotidien. Et ça, j'en suis convaincu on sait très bien que l'activité physique à haute intensité augmente l'acidité du corps. mhm, Mais là-dedans, j'avais aussi une nourriture qui était très acide. C'est-à-dire que je mangeais beaucoup de charcuterie. mhm. Je, je- quand j'étais hors régime, je mangeais énormément de snacks. Je buvais du soda, mais je pense que je pouvais me baigner dedans tellement j'en buvais. D'accord. Donc, ouais, c'était une catastrophe. Donc, plus le fait que dans les pertes de poids, je me déminéralisais. Enfin, c'est pour ça que j'ai dit, autant je m'entraînais énormément, autant à côté, mon hygiène de vie était très limite. Quand j'y Hmm, repense, je me dis, c'est normal. Et donc, du coup, cette arthrose, je pense qu'elle aurait pu être limitée avec justement une meilleure nutrition. bien sûr. Et Donc, c'est donc des choses qui me aujourd'hui, rappellent tous les jours. voilà, c'est ça. Aujourd'hui, tu as ces rappels quotidiens pour savoir que ton alimentation, puisque tu es à 41 ans dans une deuxième carrière, ben, c'est tout jeune. Et donc, tu as encore de nombreuses années. Et donc, tu fais attention à ton alimentation par rapport à cette médecine fonctionnelle que j'imagine tu appliques pour toi-même aussi. Oui, bien sûr. Mais ce sont des principes de base, hein. Enfin, je veux dire, quand on voit vraiment les grandes lignes, c'est peu de produits transformés, beaucoup de produits de saison et de l'eau. Je veux dire, avec ça, on a déjà fait le tour. Je fais très, très simple, mais c'est la base, hein. On, Et, de, on- et, on- peu, et peu de viande. Voilà, c'est ça, on est bien d'accord là-dessus. C'est vrai que on en parlait tout à l'heure avec éventuellement les écrans ou les jeux vidéo.
dans lesquels les enfants peuvent se lancer et devenir très vite accros. Mais au niveau alimentaire, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est proposé, je dirais, spontanément, est extrêmement transformé et c'est là effectivement que le coach a un rôle, non pas comme tu l'as dit, de dire ça tu peux, ça tu peux pas, ça tu peux, mais d'expliquer un petit peu les Tout conséquences à de cette fait. alimentation et pourquoi est-ce que c'est contre-productif d'aller gagner quelques euros sur un poulet qui n'a jamais couru. Alors que si tu consommes une alimentation, comme tu le dis, peu transformée, de saison, voire pas transformée, tu auras un produit effectivement un petit peu plus cher, mais qui sera bien meilleur pour ta santé. Et finalement, tu économiseras sur le moyen et le long terme. Ben, ça, c'est sûr et certain. Mais ça, j'ai pas fait de calcul comme ça, mais je vois un petit peu mes clients. Je dirais pas 100%, mais je pense au moins 80% des clients ne vont plus chez le médecin, Mm. Oui, ou si pas la visite de contrôle annuelle, quoi. tout à fait. Et c'est ce qui devrait être le cas finalement, hein. Si tu prends soin d'éléments comme ta nutrition, ton activité physique, et je dirais même ta capacité à récupérer, qu'est-ce que toi tu fais au quotidien lorsque tu as des grosses journées? Est-ce que, à part dormir, est-ce que tu as Mhm. une méthode de relaxation en particulier? Est-ce que tu pratiques quelque chose? Je devrais, je devrais, mais là, je ne vais pas me donner beaucoup d'excuses, mais les journées sont vachement chargées entre le moment où je rentre de, de ma journée de travail, parce que je suis indépendant, mais je travaille comme un fonctionnaire, c'est-à-dire à 16h30, 17h, les goals sont pliés, et là, c'est la course pour aller chercher les enfants. Voilà. Donc, sincèrement, je devrais prendre le temps, parce que je sens que par moment, la coupure est pas nette et que la patience n'est pas excellente, donc j'ai des points d'alerte. Mais ce qui m'aide énormément, c'est vraiment de sentir au niveau de la cage thoracique, sentir quand le mouvement du diaphragme commence à diminuer. Et ça, je sais que c'est pas bon. C'est certainement les surrénales qui travaillent trop, il y a un peu trop d'adrénaline. Et je sais que ça travaille sur ma nervosité. Donc ça, dès que je sens que ça va pas, je prends le temps de vraiment faire, j'appelle ça une position en méta, de reculer un petit peu par rapport à ce qui se passe et de prendre le temps de respirer. Alors, je sais bien, dire comme ça, c'est facile, mais prendre vraiment le temps de faire des grandes bandes d'inspiration pour vraiment redescendre la tension et tout ça et regagner en lucidité. Bien Ça, sûr. c'est un premier élément. Le deuxième élément qui me semble fondamental, c'est un bon petit déjeuner. Ça, c'est quelque chose que j'observe depuis maintenant plusieurs années. Dès que je ne prends pas un petit déjeuner, ma capacité de concentration et ma fatigue chutent considérablement après 14 heures. Ouais. Et, je sais qu'il y a des gens qui sont pro, comment dire, fasting, Ouais. de jeûne intermittent. Ça a ses bons aspects, mais sur le long terme, c'est pas quelque chose de viable. Ouais. Avec notre mode de vie actuel, hein, j'insiste, hein. Oui, tout à fait. Et on sait aujourd'hui que toutes les génétiques ne sont pas adaptées aux jeûnes intermittents, qu'il y en a qui peuvent le faire le matin, il y en a qui peuvent le faire le soir et pas toute l'année. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, heureusement, qui nous permettent justement d'adapter, et c'est notre rôle, hein, d'adapter les conseils à la personne et pas de prendre des statistiques et des moyennes et de donner la même chose à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Et avant d'aborder justement la dernière partie de ce podcast, qu'est-ce qui aujourd'hui te motive à encore aller plus loin? Parce qu'effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, tu continues à te former et à avoir de nouveaux finalement services à proposer. Mais quel est le drive derrière tout ça? Quel est finalement ce qui te permet de faire tous ces efforts? Alors, j'ai vraiment deux drives qui pour moi, me semblent fondamentaux, qui me viennent directement en tête. C'est ma famille. Je le fais pour ma famille dans le sens où je réfléchis en fonction d'eux. C'est-à-dire que je regagnais du temps pour eux aussi. Mes enfants sont en train de grandir. J'aimerais bien pouvoir les accompagner, peut-être en compétition de judo ou des choses comme ça. Et donc, du coup, d'avoir cette capacité d'être disponible. Mhm. Donc, pour le moment, j'ai déjà vachement réduit en tant que personal trainer mes horaires qui se résument à peut-être 30 heures de coaching effectif, ce qui n'est pas grand-chose. Pour un coach, c'est bien quand ça fonctionne bien. Mais sur des semaines de 50 heures, c'est pas grand-chose. Donc, Mhm. mais je pense qu'il y a toujours moyen d'améliorer ça. Et donc, ce nouveau service nous permettrait ça, de travailler plus en revenu passif. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, c'est toujours en fonctionnant comme ça, c'est d'avoir cette vision. Qu'est-ce qui pourrait être le next step le jour où Rise fonctionne très bien? Et je reviens encore avec cette histoire d'ambition. C'est peut-être démesuré, peut-être que j'arriverai peut-être en dessous, mais j'irai toujours plus haut que ce que peut-être quelqu'un de moins
moins confiant en ses capacités, aura pu produire, quoi. Oui, Donc, il y aura certainement des possibilités de construire des équipes autour de ça. Donc, c'est que le début, quoi, j'ai envie de dire. c'est ça. Ouais. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment la partie de la famille et, euh, et l'envie de vouloir aider un maximum de monde. Et Ouais. là, j'en reviens un petit peu à ce qu'on a dit au début avec les parents. C'est une forme de petit trauma de ne pas de pas m'être senti capable de les aider, mais à la fois, voilà, je n'étais qu'un athlète et un fils à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me travaille. Et venant du service premium, voire haut de gamme, comme j'ai pu l'être chez Aspria ou chez David Lloyd, ça me désole un petit peu par moment de me dire, je ne peux pas vous prendre, monsieur, parce qu'en fait, je suis trop cher pour vous. Mm. Tu vois, c'est moche, en fait. Je dis, je ne vois pas pourquoi une personne qui a moins d'argent n'aurait pas aussi accès à un service. Et donc, justement, ça aussi, je suis en train de réfléchir, de redescendre, de réélargir un peu la pyramide de services pour leur proposer des choses à la mesure de leurs moyens et qui pourraient de toute façon convenir malgré tout en fonction de ce qu'ils sont capables d'investir en temps et en énergie aussi. Ouais, tout à fait. C'est tout le mal qu'on peut te souhaiter justement C'est par ça. rapport. Il y a un gros chantier en tout cas. Voilà, tout à fait. J'y suis depuis pas mal d'années aussi. Je sais que c'est vraiment quelque chose sur lequel il y a encore beaucoup de potentiel parce que justement aujourd'hui avec la technologie et puis effectivement avec ce qui s'est passé ces 2 dernières années, on va y arriver dans un instant, où finalement on a eu beaucoup de changements dans notre fonctionnement de société. Mais si aujourd'hui je continue à travailler en Europe en étant au Canada, si aujourd'hui je peux avoir un interview avec toi de très bonne qualité, alors que chez toi, il est déjà tard et chez moi, il est en plein milieu de l'après-midi. Bah, c'est grâce justement à ces 2 dernières années où finalement on est fortement passé je dirais en virtuel. Pour un coach sportif axé sur la santé comme moi, c'est un peu curieux de me retrouver finalement tout le temps en virtuel, alors que la santé, ça ne devrait pas être du virtuel. Mais en même temps, comme tu le dis, ça permet d'avoir un accès différent et probablement de diminuer un peu la difficulté de certains d'avoir justement ce coaching. Et donc, depuis 2 ans, ben, c'est un peu un changement de société important. Comment toi, tu as vécu ces 2 dernières années en tant que coach au niveau de la gestion du stress? Comment ce bouleversement, parce que personnellement, j'ai eu beaucoup de chance, mais toi, de ton côté, est-ce que tu as pu rapidement rebondir? J'ai eu beaucoup de chance aussi parce que j'ai cette chance d'avoir une panoplie de clients très fidèles déjà qui se sont débrouillés pour pouvoir continuer à avoir accès à mes services. Donc, Mhm. il y a eu du online, on s'est vu beaucoup en extérieur. Heureusement, le temps était propice à ça. Donc, et puis évidemment, il y avait des frais inhérents à la location, à l'occupation des salles qui tombaient. Donc, l'un dans l'autre, ça m'a permis de tenir bon. En plus, il y avait des aides de l'État. Donc, voilà, tout a fait en sorte que je n'ai pas accusé des pertes mirobolantes, mais c'est sûr qu'il a fallu un petit peu réfléchir, dire mais qu'est-ce qui se passera si ça doit se reproduire ou si Ouais. ça doit s'allonger, parce que c'est cette incertitude qui était très compliquée à gérer. Ouais. Et je pense qu'encore maintenant, on n'est pas encore sorti de l'auberge, hein. Donc Mm. ici, il y a un relâchement qui est salutaire, mais qui ne dit pas que dans le moment, c'est reparti à l'envers. Et je pense que c'est ça qui était très difficile pour les gens. Et à côté de ça, c'était aussi cet aspect social même de contact, mais je parle de contact aussi bien physique Ouais. avec ses proches. Et comment remettre un petit peu là-dedans du bien-être là-dedans, je pense que c'est très compliqué parce il faut regagner en confiance en ses capacités, en son entourage. Et c'est vraiment pas évident. Donc, je crois que pour moi, le, la clé, c'est de revenir beaucoup plus à l'intérieur de soi, ça, Ouais. c'est sûr. C'est ce qui t'a permis, toi, parce que tu as mis le doigt sur un élément qui, pour moi, est central, hein. C'est que on nous a parlé de 15 jours, et puis ça a été un mois, et puis ça a été 3 mois, et puis ça a relâché, et puis on a repris. Donc, le fait de ne pas avoir un aboutissement clair de cette situation a mis beaucoup de personnes dans l'angoisse, et peut-être encore aujourd'hui dans ce déséquilibre. Qu'est-ce que toi, tu as réussi à trouver comme ressources pour sortir éventuellement de cette ambiance angoissante? Et qu'est-ce que tu pourrais, en deuxième lieu, donner comme conseil aux entrepreneurs qui aujourd'hui sont toujours dans cette angoisse? Mais c'est ce que je te dis, c'est pour moi, ce qui me semble essentiel, c'est de revenir vraiment à ce qui est le plus important pour toi.
c'est des routines. C'est des routines qui te permettent d'avoir des repères. On le fait aussi bien pour les personnes qui ont Alzheimer. C'est de garder un cadre sur lequel on a le contrôle. Mhm. Parce qu'en fait, le reste, cette pandémie, on avait le contrôle sur rien du tout. Ouais, Et c'est clairement. quand tu espères pouvoir t'agripper à quelque chose qui t'échappe, en fait, tu perds tout. Et donc, revenir et c'est ce qu'on fait aussi en PNL, c'est ce qu'on fait en judo, c'est peu importe aussi fort l'adversaire soit-il en judo, déjà essaie d'attraper sa manche. Tu vois ce que je veux dire? Ça, tu as le contrôle. Ouais. Est-ce que tu vas pouvoir le projeter? Ben, déjà, attrape sa manche. Donc, fonctionner par étapes, vraiment redécouper petit par rapport à tes objectifs. Et ça permet justement de, de gagner en satisfaction, de gagner en reconnaissance de ce qui se déroule. Et là, justement, on est très en conscience aussi d'être en chemin. Ça, on revient sur ce qui a été dit précédemment. Pour moi, ça, c'est vraiment le plus important. Donc, ça veut dire, on reprend le contrôle sur sa nutrition, sur son sommeil, sur sa complémentation, parce que je pense qu'en effet, on parlait de comment on s'alimente, la qualité de ce qu'on ingurgite sur la journée n'est pas vraiment très bonne. Et donc, du coup, la complémentation, pour moi, devient un mode de vie indispensable aujourd'hui. Mhm. Il fait partie de mon service Rise actuellement. Je ne vois pas comment quelqu'un qui veut performer dans sa vie, aussi bien personnelle que professionnelle, peut imaginer être au top de sa forme sans complémentation. Ou alors, il maîtrise la source de ces produits de A à Z, qui est très, très compliqué. De ses produits et puis de son environnement. Parce qu'effectivement, si tu vis en ville, si tu vis à la campagne, si tu as un job Exactement. extrêmement Tout à fait. stressant ou pas, ce ne sera pas la même chose non plus. Tout à fait. Tout à fait. Donc pour moi, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est de reprendre le contrôle sur ce que tu peux contrôler. Donc le sommeil, j'en ai parlé brièvement aussi dans le petit document que tu m'as demandé de remplir. C'est quelque chose qui est très mal maîtrisé et que les gens ne comprennent pas très bien. Donc ils se laissent un petit peu porter par ce qui se passe. J'ai mal dormi, j'ai machin, j'ai pris des somnifères, mais il y a plein de choses à faire là-dessus. Et, Bien sûr. ça, Et malheureusement, les 2 dernières années n'ont pas aidé parce qu'on a ah vu non, l'augmentation de la consommation de junk food réaugmenter alors que ça diminuait depuis les années 2000. Bien sûr que Netflix a été en premier lieu dans les priorités parce que tout d'un coup, les gens rattrapaient ce qu'ils n'avaient pas vu depuis des mois. Donc, effectivement, ces 2 années n'ont pas permis d'avoir de meilleurs comportements. Le télétravail, moi, honnêtement, Young, je n'ai jamais été sédentaire de ma vie. Et les 3 premiers mois de confinement, je me suis retrouvé à donner cours pendant 8 heures, 9 heures derrière mon ordinateur. Et j'ai compris ce que infernal. c'était que de devenir sédentaire. Et là, effectivement, je peux comprendre que les gens qui aujourd'hui sont en télétravail, ça a des avantages parce qu'il y a moins de stress sur, les trajets, il y a finalement une maîtrise de son temps plus intéressante, mais il y a tous les travers aussi, parce qu'à l'heure on mange à pas d'heure, à n'importe quand, on travaille n'importe où Oui. dans la maison, et donc il y a des nouveaux comportements à acquérir. Mais je crois que c'est ça, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point l'anxiété s'est généralisée et quels étaient les facteurs qui les ont favorisés, c'est-à-dire aussi bien l'isolement social, donc au niveau de l'ocytocine, on était en train d'être en chute libre, donc évidemment, la junk food, ben, ça a du sens, puisque du coup, il y avait des besoins en dopamine ou en endorphine énormes, donc du coup, la junk food, c'est réconfortant, c'est du sucre Bien sûr. quasiment à l'état pur. Donc, ce sont des comportements de survie qui étaient compréhensibles, mais qui sont complètement déréglants. Donc, là-dessus, bah, le taux de cortisol, donc le taux de cortisol va influencer aussi votre capacité à produire la mélatonine. Donc, c'est toutes des choses en effet de chaîne qui, si elles sont mises clairement sur un tableau succinct et vulgarisé, qui sont très vite compréhensibles, qui permettent d'un petit peu de revenir sur les origines de la problématique et de pouvoir justement reprendre ce contrôle sur le quotidien. Exactement. Et donc, du coup, justement, on va terminer par ce que tu proposes aujourd'hui comme service. Tu en as parlé tout à l'heure, tu proposes du haut de gamme, du premium. Quel est ton client type, le client qui typiquement va venir euh, te voir parce que ta communication lui convient et parce que Ouais. tu peux répondre à ses besoins? Je pense que quand même, qui leur parle très vite, c'est quand même cette carte de visite d'athlète, de champion. Ça leur parle, même si ça date d'il y a plusieurs années. C'est quelque chose qui certainement leur évoque des choses qui vivent en eux par rapport à leur business. Donc, ce sont Mhm. souvent des personnes qui ont une entreprise, qui sont eux-mêmes entrepreneurs ou indépendants. Et donc, du coup, ce sont des gens qui ont besoin d'être performants dans des conditions qui sont parfois
extrême. Tu parlais justement de ces gens qui sont sur les déplacements et comment les aider là-dedans, parce que le contexte, on ne peut pas vraiment le changer. On peut les aider à progressivement installer des nouvelles routines. Mais j'ai l'exemple ici d'un client avocat, il me dit, mais tu te rends pas compte, Youn, je ne peux pas m'imposer de boire de l'eau avec des clients qui m'invitent pour signer des contrats. Je suis obligé de les suivre. Des croyances comme ça limitantes qui s'étaient installées, mais qui quand même ont évolué avec le temps. Donc en fait, les gens ont plus de contrôle sur la situation qu'ils ne le pensent, parce qu'eux-mêmes se mettent leurs propres barrières. Ouais. Et donc ce sont ces gens-là, ce sont des gens qui sont installés comme ça, une forme de cage dorée, qui pour moi est beaucoup moins limitante qu'ils ne le croient. Ouais. Donc, ce sont des gens qui sont plutôt entreprenants, qui sont quand même très actifs professionnellement et qui ont envie de continuer à performer, certainement d'évoluer dans leur business, mais du coup en mettant leur santé comme élément central de leur réussite. Tout à fait. Du coup, pour te retrouver, on te retrouve sur deux de tes sites, enfin deux sites que tu as et que tu proposes tes services. C'est donc youngcoaching.com Oui, point BE. et .be, voilà. De toute Tu vas façon, je tomber sur un mettrai… autre coach si tu prends .com. Pardon? Youngcoaching.com, je voulais le prendre, mais il est déjà pris. Donc, c'est un coach qui est aux Pays-Bas, je pense. Ah, voilà. Donc, c'est pas moi, même s'il est asiatique aussi. OK. Mais de toute façon, je mettrai Oui, oui, le oui. détail dans la description de cette interview. Avec Et plaisir. l'autre site, c'est Rise Optimal Health. Donc, voilà, riseoptimalhealth.com. .com, celui-là. Ouais. Et on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Young Coaching et sur Instagram également. Et ton Oui, tout à profil fait. LinkedIn qui est pas mal actif aussi avec des articles de temps en temps. Young Gascar, Young Gascar, il n'y a pas de point Tout .com, simplement. Mhm. tout simplement. OK, mais en tout cas, un tout grand merci pour ton temps, à cette heure tardive, un soir d'anniversaire. J'espère que tu en as quand même un peu profité aujourd'hui. Oui, oui, oui. J'ai mangé des gâteaux pour te dire. Tu vois, comme quoi, je reste humain. Exactement, exactement. En tout cas, bon succès pour tes services RISE, Merci pour tous beaucoup. les projets que tu as. Et j'espère que pour tous ceux et celles qui nous ont suivis, le parcours de Young les a inspirés en tant que coach, en tant qu'entrepreneur. N'hésitez pas à le suivre, à le contacter si vous avez Avec grand plaisir. besoin, vous, d'un coach sur la région bruxelloise essentiellement. Je t'ai pas Plutôt, demandé. oui. Bruxelles, Brabant, Wallon, éventuellement. Mais sincèrement, ça devient compliqué à caser. Donc, je ne prends actuellement que des nouveaux clients sur Rise. OK. L'idée, ce sera de faire la transition, justement, de devenir vraiment sur une structure que Rise. Et Voilà, plus le exactement. one-to-one. Voilà. OK, ben, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Un tout grand merci, en tout cas, pour ton invitation, David. C'était un plaisir. Eh ben, moi aussi, plaisir partagé. Toujours des conversations très inspirantes et très enrichissantes pour moi, même si je te connaissais des tatamis et puis de certains endroits où nous avons travaillé ensemble. Je continue à te suivre sur les réseaux et c'est vraiment chouette de voir des coachs de qualité grandir et puis proposer leur signature dans le coaching. À toutes et tous, d'ici notre prochain invité, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Au revoir.